Il y a vraiment, je pense, ce substrat-là, philosophique, théorique, très puissant chez Keshish, qui permet de donner une assise esthétique à quelque chose qui, du point de vue politico-social, est un peu discutable. On va parler de l'événement cinéphile que tous les fans comme ça ont attendu toute l'année. C'est la sortie, enfin, 7 ans après, c'est ça ? 8 ans. 8 ans après ? Mais c'était qu'il est sorti ? Il est sorti en 2018. Ah, 2018. Pardon, je crois que c'était 7 ans après, vrai. d'un nouveau volet de la saga Mektoub My Love, réalisé par Abdelatif Keshish. Le premier était sorti donc en 2018. Un deuxième film qui était censé servir d'intermède, qui était donc Intermezzo, a été présenté à Cannes 2019, c'est ça, non ? Exactement. Moment auquel le film a reçu un certain tollé, notamment à cause de son male gaze, puisque le film était une longue scène de boîte de nuit et que la caméra filmait beaucoup le corps des actrices. Le premier déjà avait reçu pas mal. Le premier aussi, c'est vrai. Mais disons que voilà, Intermezzo a cristallisé encore plus ce phénomène-là, auquel se sont ajoutés d'autres éléments qui ont fait que le dossier Mektoub est devenu un peu titanesque, puisque Ophélie Beau, qui est une des actrices principales des Mektoub, a dit que certains plans, on la voyait dans des scènes intimes, dénudées, avaient été utilisés sans son accord. Plus qu'intime et dénudé. Oui. Une scène de sexe non simulée d'un quart d'heure. Mais est-ce que non simulé, c'est vraiment vrai ? Parce que semble-t-il, c'est vrai. Il semblerait que c'est vrai. C'est une vraie scène de... On dira pas le mot pour pas se faire ban, mais voilà. Scène de rapport. Et donc il y a ce premier élément. À peu près à ce moment-là, sont sorties des enquêtes qui détaillaient les conditions de tournage des films de Keshish, qui sont des espèces de projets un peu titanesques où on part pour tourner 2 mois, en fait on tourne 7 mois. On sait que Keshish accumule des milliers d'heures de rush. Oui, le tournage de Mektoub au total c'est allongé sur 2 ans. 1 an et demi au moins avec 1000 heures de rush, quoi. Voilà, il y a aussi la fabrication de la vie d'Adèle aussi a été mise en question, la façon dont Keshish déjà poussait ces actrices, en l'occurrence dans la vie d'Adèle, un petit peu à bout, la façon dont tous les techniciens devaient être un peu sur le qui-vive pendant des mois, parce qu'il fallait tout le temps être prêt à travailler dès que l'inspiration jaillissait. Et en plus de tout ça, Keshish a été visé par une plainte pour agression sexuelle de la part d'une jeune actrice, qui, je crois, depuis a été classée sans suite, mais comme beaucoup de plaintes de ce type. Ce qui fait que, on pouvait supposer que le dossier Mektoub serait un peu enterré, et finalement, Canto Doué est sorti, on va dire le vrai deuxième volet, et Intermezzo, a priori, ne verra jamais le jour. Et d'ailleurs, les potentielles suites et extensions encore de Mektoub qui était pensé à la base pour être au moins une trilogie, sans compter donc Intermezzo. Ont un destin plus que incertain, voire a priori ils n'existeront pas. Donc ce qui fait que voilà, ce Mektoub My Love Canto Doué est un peu un film difficile à arrimer parce que à la fois c'est la suite d'un film qui est considéré par beaucoup de cinéphiles, nous y compris, comme un très très grand film, donc le premier Mektoub, et en même temps, on n'a pas envie de faire comme si ce film n'était pas auréolé de tout un tas de polémiques, de scandales. Donc c'est un objet un petit peu délicat. On va essayer de rentrer dans la matière du film en tant que tel pour la suite, mais on n'oublie pas que la situation est particulière, à ceci près peut-être que, disons que là, Keshish, aujourd'hui, est presque un cinéaste qui appartient au passé, au sens où il a fait un AVC récemment, il est très diminué, on sait que les suites de Mektoub, a priori, ne sortiront pas. C'est fort probable que ce film soit son dernier, ou en tout cas, c'est un cinéaste qui est dans une situation à la fois économique et, de santé et un peu de réputation, dans une situation très compliquée, qui fait que, on n'est pas sûr qu'on aura plus de Keshish à l'avenir. Donc c'est un peu avec toutes ces précautions d'usage, on va dire, qu'on va rentrer dans ce film-là en particulier, Mektoub My Love Canto Doué. Alors que Keshish a eu un temps, une sorte de feu sacré, en tout cas populaire, avec La vie d'Adèle, qui a dépassé le 1 million d'entrées en France. C'est quand même assez inouï quand on pense au fait que Mektoub My Love Canto Uno a pas fait 150 000, quoi. Et que, en effet, donc, Palme d'Or décerné par Steven Spielberg à l'époque, grand succès populaire, critique, reconnaissance partout, et pourtant une grande difficulté à retourner sur un tournage
sauf donc grâce à Make to My Love qui a été produit par Pathé et donc qui semble potentiellement être en effet les dernières images tournées par Keshish, et comme tu l'as dit, c'est des images qui datent d'il y a 7 ans, donc c'est très étonnant de redécouvrir aujourd'hui des images qui datent d'il y a 8 ans, dont on peut constater pourtant quand on regarde le film que y a, en tout cas dans le montage, un travail contemporain qui fait que le film est aussi marqué de l'évolution, on va dire, de ce qu'a vécu Keshish. Je trouve que c'est assez limpide dans la façon dont le film s'avance. Tu veux dire par exemple qu'il y a moins ce côté male gaze absolument, typiquement qu'il y avait dans le précédent. Est-ce qu'on peut regarder Kanto Doué si on n'a pas vu Kanto Uno? J'ai l'impression que si, j'ai l'impression que vraiment si, mais en tout cas là je vais ouvrir la discussion sur le film en comparant les deux, enfin en partant de ce qui cristallise la différence entre les deux, mais ensuite je pense qu'en s'intéressant seulement aux deux, on peut s'intéresser au film pour ce qu'il est, et dans la mesure où il a vraiment entre guillemets sa narration propre, je pense qu'il n'est pas si difficile à approcher seul. Ce qui est surprenant dans ce Make to My Love Kanto Doué, c'est que donc contrairement au premier film qui était entre guillemets complètement un narratif, ou en tout cas on suit juste un petit groupe de jeunes sur dans la ville de Sète, sur la plage pendant les vacances d'été en 1994, où comme tu le dis, c'était un peu des chroniques quotidiennes de Amine, jeune photographe, jeune scénariste, une sorte de projection de Keshish lui-même, qui vit avec son cousin, avec les jeunes filles de l'endroit, avec sa tante, etc. Une sorte d'aventure de qu'est-ce que c'est que le désir jeune, le regard, qu'est-ce que c'est que d'être un peu passif et de regarder le monde autour de soi évoluer. Alors que là, dans le 2, il y a l'intervention claire et nette de 2 personnages américains, très tôt dans le récit, qui viennent, entre guillemets, si on considère le bloc Uno Doué disrupter Mektoub, ou dans le 2, directement lancer un système narratif qui est plus cadré, en tout cas que dans le 1, au point même où, pour faire l'apparition de ces 2 personnages, Keshish use d'un plan en grue, donc qui commence d'abord sur la rue, on aperçoit la plage au loin, la caméra descend et va filmer l'arrivée va se caler au niveau du bout du port, du bout de la voiture, alors que d'habitude Keshish, quand on regarde même le reste du film, c'est que de l'épaule, quoi. Il y a vraiment que ça. C'est un plan surprenamment cadré. C'est ça, exactement. Dans l'économie du film. Et ce qu'on constate pour parler du film plus en entier, c'est que il se veut vraiment être une sorte de reflet, entre guillemets, plus négatif, plus triste, plus anxiogène que celui du 1, alors que le 1 était marqué plutôt par la possibilité du désir ou de l'assouvissement du désir, c'est-à-dire que le film commençait par Amine qui assistait à un rapport sexuel entre Ophélie et Tony, et le reste du film va aller presque de lui qui va chercher à reproduire ça, mais pour lui-même, dans ce cas-là. Et là où donc le 1 marquait une sorte d'attente perpétuelle d'un personnage qui a du mal à agir et qui attend le moment de grâce, qui était un peu représenté, métaphorisé par une séquence d'une nuit passée à attendre la naissance d'une petite chèvre, d'un agneau, c'est important, de Agnus Dei bien sûr, donc le miracle. Et là dans le 2, ce n'est plus l'attente du miracle, mais la constatation, à l'inverse du drame, c'est les agneaux qui meurent, qui sont morts de maladie, et le film semble un peu plus être sur cette tonalité de à force d'avoir attendu, à force d'avoir été passif, d'être resté passif, finalement, le temps est révolu, les choses se sont entièrement empoisonnées de partout, et c'est là que j'y retrouve aussi une sorte de parallèle avec potentiellement la vie elle-même de Keshish, qui donc dans le 1... avait encore cette sorte d'espoir, de création de cinéma, on tourne pendant des milliers des cents, avec 3 caméras en permanence pour essayer de choper le moment miraculeux de vie d'un acteur qui improvise et qui a cette idée au bon moment. Là, ici, c'est plus l'inverse, c'est à force d'avoir attendu, en fait, tout est mort, quoi. Rien ne peut advenir de nouveau, et à peu près toutes les, entre guillemets, storylines des personnages du film sont... nimbé de violence, et
le retour du partenaire officiel d'Ophélie et donc la fin d'un adultère. C'est aussi pour ce même personnage une question d'avortement. C'est évidemment les événements dramatiques de la fin du film qui vont nimber les personnages de sang et de liquide à foison. Et tout ça est représenté aussi par une sorte de plan de voyage à vélo, entre guillemets, d'Amin, où progressivement, avec des cuts en restant pour autant dans la même économie de plan, le soleil se couche petit à petit et on bascule dans un régime nocturne uniquement qui sera celui presque de l'intégralité de la deuxième moitié du film. Bah, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a ce côté un peu miroir en fait du premier film, miroir sombre quoi. Il y a notamment, il y a beaucoup moins de scènes sur la plage, mais il y en a une qui fonctionne assez nettement, on va dire, sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une nouvelle jeune femme qui je crois est dans Intermezzo parce qu'elle était sur le poster de Intermezzo, dont j'oublie le prénom, mais qui est amenée dans le groupe parce qu'elle elle a été rencontrée par certains membres du groupe. Eux commencent à reprendre un petit peu leur espèce de badinage, comme on connaît bien, espèce de truc de séduction, etc. Et à un moment, la caméra va basculer du côté de Tony et Ophélie, qui eux parlent de, en fait, les conséquences dramatiques de ce même badinage que eux avaient orchestré dans le film précédent, c'est-à-dire la question de l'avortement, etc. Et voilà, le film fonctionne aussi comme miroir, un peu déceptif, tragique du premier. Et comme tu l'as dit, disons que il y a d'authentiques drames qui vont se produire dans le film. Là, quoi. C'est pas que de la spéculation ou c'est pas uniquement un podcast de Burdo, quoi. Il y a là, il y a du vrai drama qui arrive. Là. C'est très niche comme blague. Mister Gagnon. Bah écoute, moi je trouve le film absolument époustouflant, extraordinaire. C'est de très 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 loin ce que j'ai vu de plus beau, de plus puissant et de plus, je pense, réussi en termes de cinéma cette année. Tout en étant un objet qui est très différent du premier Mektoub, qui avait vraiment été un événement dans ma vie de cinéphile. Sans précédent, quoi. Ça avait vraiment changé énormément de choses sur ma manière d'envisager le cinéma. Et je trouve le film magnifique parce que si on le prend même indépendamment du premier volet, tout ce que vous avez dit sur le fonctionnement, on pourrait dire un peu en miroir sombre, est totalement juste, et c'est vraiment comme ça aussi que je l'ai pris quand je l'ai découvert. Mais en fait, quand je suis sorti de la séance, je l'ai vu en avant-première quelques jours avant sa sortie, j'en suis sorti extrêmement triste, extrêmement déprimé. Pareil, même pendant, moi j'étais... C'était douloureux comme expérience parce que le premier Mektoub fonctionnant sur l'idée qu'on avait sous les yeux une forme d'utopie, à la fois sociale, politique et érotique, on pourrait dire. Et il faudrait revenir d'ailleurs, parce qu'en fait, je pense que ces dimensions-là, elles sont imbriquées dans la manière dont Kechiche conçoit à la fois la dimension réaliste politique et la dimension esthétique de son cinéma. Le 2, était presque dystopique, quoi. C'était vraiment la mort au travail. Mais pour le dire, oui, c'est très drôle, effectivement, on n'aura jamais la voiture dans la piscine, tout à fait. Mais pour le dire autrement, en fait, c'est quand j'ai envisagé le film comme un tout clos, et non plus comme rebondissant par rapport au premier volet, que je me suis dit qu'il était vraiment, c'est un film quasi parfait, en fait, en termes de cinéma. Au sens où, alors c'est un film qui est un peu didactique et appuyé dans ce qu'il travaille, mais c'est-à-dire que je ne vois pas un plan, je ne vois pas une scène, je ne vois pas même une idée de montage qui ne serait pas rendue légitime et rendue nécessaire par un réseau de connexion et d'harmonique et de signification avec le reste de ce que le scénario travaille, de ce que la trajectoire des personnages travaille et de ce que l'esthétique même du film travaille, à savoir quelque chose qui est très bien résumé dans peut-être le moment le plus didactique du film, le moment où Amin regarde un vieux film français des années 30, j'imagine. Ouais, quelle décennie Exactement. Où un personnage féminin qui a l'air d'être une chanteuse réaliste à la Fréhel dit une clope au bec, l'amour c'est un piège, faut pas tomber amoureux, ce qui compte dans la vie c'est le désir et la satiété.
et qui déjà encapsule ce qui pourrait être tous les sujets de Keshish en fait en une phrase, à savoir cette articulation entre le désir, la consommation, la consommation et le moment où on est repu. Et donc l'idée qu'on filmerait donc cette étape supplémentaire après, après cette gavée de désir en tant que spectateur dans le premier volet, le moment où ça ne marche plus en fait, où la mécanique du plaisir, tous les psychiatres le savent, la mécanique du plaisir, quand on la répète, elle n'a plus la même intensité que lors de la première fois. Et donc le film est vraiment un canto doué en ce sens-là, c'est-à-dire que le deuxième chant ne fonctionne plus. Et on a un commentateur incroyable. C'est sûr que ça va là. Et donc voilà, le film, en ce sens-là, travaille de manière extrêmement cohérente en fait. Cet enjeu de la chair est triste, quoi. Puisque il s'ouvre sur une scène où Amine demande à Charlotte, qui est donc sa copine, avec qui il s'est mis en couple à la fin du 1, si bien qu'on peut se dire qu'il y a littéralement genre 1h30, je pense, entre la fin du 1 et le début du 2. C'est pas forcément une espèce d'ambiguïté. C'est un petit flottement, il n'y a pas beaucoup de... En fait, disons que on a l'impression qu'une relation s'est développée entre eux qu'on n'a pas vue. Parce que à la fin du premier film, c'était l'ouverture potentielle. Mais effectivement, il y a une espèce de continuité de la situation avec un gap temporel qui a été supprimé. Qui fait qu'il y a un effet de fluidité extraordinaire avec le premier volet. Et il la prend en photo et il lui dit « Raconte-moi le livre que tu es en train de lire ». Elle lui raconte un livre de Joseph Kessel qui parle d'une fratrie où il y a une relation fratricide entre deux frères, ce qui va faire écho évidemment à la relation, alors pas qui est pas fraternelle, mais de cousins entre lui et comment il s'appelle Tony, et qui est un peu le serpent de mer qui traverse le film, à savoir que si le film finit mal, c'est parce que Amine est embarqué par Tony dans une direction qui n'aurait pas dû être celle qu'il a empruntée. Mais bon, je raconte pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et en fait, tout le film est traversé de séquences qui viennent répondre les unes aux autres dans une espèce de logique un peu cristalline où comme la lumière dans un cristal, elle finit par se refléter à l'intérieur même du cristal et ne plus en sortir. Et c'est pareil avec les harmoniques narratives, mais aussi avec, je dirais, le parti pris de faire en sorte que les grandes scènes très sensuelles qui étaient déjà présentes dans le 1 soient reproduites, mais dans une espèce de bis repetita un petit peu déceptif, et qu'il y ait aussi un système de rejeu entre les deux films, où, par exemple, l'agnellage va donner ici... sur une scène où on découvre que les moutons et les agneaux sont morts à cause de la gale, où on va réentendre la chanson Yasina qui apparaissait lors de la première scène dans l'unique d'ailleurs scène de sexe du canto uno, dans une scène de danse qui est un peu déceptive à la fin du canto doué, avec aussi cette idée que je pense que c'est aussi des impératifs qui sont liés à la possibilité d'exploiter le film, mais beaucoup de plans qui, on imagine, avaient été cadrés de manière beaucoup plus sensuelle sont croppés, en fait, ça se voit qu'ils sont agrandis au montage, parce qu'il y a des différences de grains entre certains plans qui sont inexplicables, à part si, bien sûr, l'image a été gonflée pour faire un recadrage artificiel. Donc il y aurait cette idée que la matière même du film traduit cette idée que la montée du désir, la montée du plaisir, enfin tout ce qui était au cœur du premier volet, et qui pouvait d'ailleurs poser question sur des questions de male gaze, n'est plus possible dans un deuxième temps. Même au centre du deuxième volet, il y aurait une sorte de concours de danse entre les différentes filles du groupe, auquel Amine est vivement conviée, qui va faire l'objet d'un désir, d'une attente, mais même dans la structure du film où on se dit c'est du Keshish, donc on va la voir cette scène de concours de danse, et on va passer notre temps à désirer qu'elle arrive et à l'attendre, et finalement elle n'arrivera jamais. Je précise à Provence TV que s'il est pas content, il est pas obligé de rester sur le live. Laurent Veil, c'est pas si mal. Non, je suis pas chauve. Il est chauve, mais... Non, mais effectivement, et je dirais que peut-être pour rentrer un peu dans là où ça achoppe un peu, mais c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu décris, et finalement je remets pas tout à fait en cause l'idée de la cohérence du film. C'est impossible de séparer ce que j'en ai pensé de ce que j'avais pensé du premier film que j'avais vu pour l'occasion en plus. Mais j'avoue que moi, je suis ressorti de ce canto doué un poil déçu. Je trouve le film de très très haut niveau dans tous les cas, quoi. Mais j'avoue que en fait tout ce que vous décrivez,
va effectivement dans le même sens, mais je trouve qu'on y perd un peu ce qui était aussi la beauté du premier film, c'est-à-dire une espèce de sentiment toujours mêlé de plaisir et de gêne ou de malaise. Et voilà, on a beaucoup dit que le premier film, et c'est pas totalement faux, était un film solaire, comme ça, porté par les élans de la vie. Mais à mon avis, c'était vraiment un soleil noir, quoi, si on veut le dire comme ça. C'est-à-dire... finalement l'envers du désir c'est la frustration et et la jalousie et le calcul et le marchandage, hein. Il y avait cette dimension là qui était assez grinçante, je dirais, dans le premier film, hein, qui commençait par une scène de sexe et ensuite sous couvert d'amitié une espèce de début de scène de chantage entre Amine et Ophélie, de dire je vais pas le dire mais il faudrait peut-être que tu me donnes quelque chose, et en fait ce quelque chose devient des photos d'elle dénudée un peu plus tard, et donc il y avait toujours à mon avis et c'est ça qui était un peu fou, et où le récit du film rejoignait un peu sa fabrication, c'est-à-dire la grâce, la beauté, mais à quel prix, quoi. En fait, pour quelques moments où peut-être on va assouvir notre désir, ou peut-être on va capter une image un petit peu presque de la vie pure, dans son élan un petit peu comme ça, le plus nu. Finalement, combien de manipulations, de déceptions, voilà, quelle patience, hein, il y avait cette idée-là autour du personnage d'Amine. Et donc je trouvais que le premier film, à mon avis, était incroyable aussi pour ça, quoi. C'est-à-dire toujours voilà, ménager un petit peu les deux envers d'une même pièce. Et je trouve que ce deuxième film, même si je peux pas dire qu'il le fasse mal, mais est de fait un peu plus d'un bloc, et au risque un peu pas de se répéter, mais disons autant il y a des échos que je trouve assez beaux, ce truc sur les agneaux, autant le fait que le film devienne un peu plus directement comment dire, dramatique, me paraît, je dirais, pas un peu gros, mais disons, je regrette un peu que je trouve que le film est presque un peu explicatif, là où le premier avait, encore une fois, la comparaison est pas forcément le bon critère, mais voilà, je trouve que le film, du coup, nous explique un petit peu, voilà ce que je vais raconter, je vais faire l'envers du premier, et de fait s'applique à faire ça, avec parfois des trouvailles qui affinent ce programme, mais du coup, j'avoue que j'étais un peu déçu de le trouver moins riche, peut-être. Le film est plus kéchichien, en fait. C'est-à-dire que si on reprend en fait la chronologie des films de Keshish, Mektoub apparaît comme une espèce d'exception dans lequel il va au bout déjà c'est son seul film qui ne met pas en scène une sorte de conflictualité sociale et politique. Le premier volet, là où effectivement ça réapparaît de manière très très soulignée dans le deuxième. Mais je pense que justement pour bien appréhender le 2, il faut partir effectivement de la déceptivité, la tension que ça a créé chez nous, l'espèce de tristesse que ça crée, parce qu'en fait les modalités de mise en scène ne sont pas les mêmes. Le premier est un film extrêmement séduisant, c'est indéniable, je pense que c'est vraiment ce que postule le film, parce qu'il repose énormément sur la capacité, on va dire, de charisme naturel qui se dégage de l'ensemble de son casting. Et en fait il tient presque d'une sorte de logique de télé-réalité, où en fait on finit par de soap, de télé-réalité plus précisément, dans la mesure où on finit par s'attacher à un peu tous les personnages, on a notre préféré, on espère qu'ils vont finir en couple, quoi. Un truc très tout à fait. Aussi simple que ça. Et le 2, en fait, à partir du moment où on est dans une logique de retrouvailles, donc on espère que le plaisir de les revoir va être le même que dans le premier. De fait, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière, même la manière dont conceptualiser le personnage d'Amine est différente. Ici, il est doté d'une espèce de psychologie, d'affect, enfin, il est beaucoup moins une espèce de pur pôle de regard qui serait une coquille vide, en fait, hein, et cette coquille vide dans laquelle on se projette assez facilement. Ici, il y a une forme de résistance, fait que le vrai cœur, au fond, de la mise en scène, il se situe pas dans la logique d'attraction vis-à-vis des personnages. Alors du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qui vraiment faisait que c'était si puissant que ça, et il y a quand même un élément exogène qui n'existait pas dans le 1, qui n'existe pas dans Intermezzo non plus, c'est l'irruption de ces deux Américains, et en particulier de Jessica Patterson. Voilà, Jessica Patterson, et donc Jessica Pennington, l'actrice qui la joue, qui induit quelque chose qui est complètement nouveau dans l'économie esthétique de Mektoub, c'est-à-dire une actrice qu'on va pas du tout pour laquelle on va pas ressentir d'empathie, parce que le personnage est
très très violemment antipathique, celui de Jessica Patterson. Alors je sais que François Bégodeau, dans son podcast avec Microciné, disait au contraire qu'on ressentait de l'empathie pour l'actrice grâce à la technicité de son jeu. Je suis pas tout à fait convaincu, c'est-à-dire que je pense qu'elle est extraordinairement impressionnante dans sa capacité à pouvoir tout jouer et en étant une figure extrêmement négative. Mais ça veut pas dire qu'on la rejette, ça veut dire qu'on l'admire comme on admire une grande figure de méchant. Oui. Non, mais pour moi, il y a une trajectoire progressive, c'est-à-dire qu'on la découvre, elle arrive au restaurant, elle est insupportable, elle demande un truc précis alors que le restaurant est fermé, elle est un peu cette sorte de stéréotype de riche bourgeois insupportable, etc. Et petit à petit que le film avance, on comprend, et c'est ça qui est en fait souvent génial dans les films de Keshish et dans les Mektoub surtout, c'est que tous les personnages sont à la fois sont pris par deux directions différentes, c'est-à-dire à la fois la souffrance d'être dans la situation dans laquelle ils sont et en même temps le plaisir d'y être. Ils sont tout le temps pris dans cette ambivalence-là et voilà, Aurélien le dit. Petit à petit, le film découvre la souffrance qu'elle subit et qui est en plus une souffrance plutôt analogue à celle que les personnages souffraient de façon non dite dans le 1, c'est-à-dire le simple fait d'être des femmes et d'être objectifiées et de devoir être d'une certaine manière, surtout pour elle qui est une actrice et qui a ce regard de son mari producteur. Ça remonte un peu à la surface. Exactement, c'est ça qui veut prendre soin de sa ligne. Elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée à la fin du film. C'est-à-dire qu'il y a une longue séquence d'hôpital à la fin où elle n'est pas, après qu'il se passe un truc grave, elle n'est pas sauvée par le scénario. C'est-à-dire qu'elle reste un personnage extrêmement négatif, qui a une espèce de violent rejet à l'encontre de l'un des deux cousins. Enfin, il y a quelque chose. Mais elle n'est pas sur la même modalité d'appréhension que les autres personnages du film. Je suis pas forcément d'accord parce que je trouve qu'elle n'est pas dans un rejet pur du personnage de Tony, mais sûrement juste dans une situation où en fait à cause de la situation, enfin c'est de la culpabilité quoi. C'est un truc où elle a pas envie de nouer une nouvelle relation avec Tony, et en plus pour revenir un peu à la généralisation du personnage, c'est que dans la mesure où il y a quand même cette sorte de mari producteur hollywoodien qui doit avoir 40 ans de plus qu'elle, enfin en tout cas qui a clairement l'âge d'être son père quoi, c'est formulé sous forme de blague à la fin du film. Il y a aussi un asservissement de ce côté-là et du fait qu'on imagine potentiellement que le personnage a pris l'habitude de traîner avec cet homme, et en même temps donc on la comprend instantanément quand elle est infidèle quoi. Oui. Alors je réagis juste au message de Benoît Rouilly qui dit c'est un film pour spectateurs masculins uniquement. Pas du tout, pour le coup. Moi j'ai eu beaucoup de retours positifs aussi de spectatrices qui ont vu le film et qui l'adorent. Je connais beaucoup de filles qui trouvent le film passionnant. Les auteurs préférés d'ailleurs. Dont Mektoub My Love 1 et 2 sont parmi des films qui les ont plus bouleversés. Mais disons que c'est des films qui posent, le 1 problématisait de manière assez nette la question du male gaze, sans la dépasser d'ailleurs, je pense. Je pense que c'était assez illusoire d'imaginer que le film aboutissait à une sorte de trajectoire de personnage qui faisait qu'Amine pouvait être sauvé du caractère désirant et objectivant de son regard, mais en tout cas le film était un espace d'interrogation pour le spectateur à ce niveau-là, et cette question en fait d'ailleurs elle est presque absente du 2. C'est là aussi où la comparaison entre les deux volets et leur logique interne de mise en scène est assez limite, puisque au fond ce qui se joue dans le 2 c'est avant tout réharnacher l'utopie politico-sociale de l'amitié sensuelle et de la beauté tous azimuts en fait à du réel fait de conflictualité de classe, et c'est là où je trouve que le film se réinscrit, c'est ce qui fait que je le sauve, enfin que voilà, qui me passionne autant. Il se réinscrit dans une tradition, alors pour le coup j'utilise le terme que je récuse d'habitude tout le temps quand on parle de cinéma, de naturalisme. Et c'est là où il faut aussi faire un point, mais Keshish, on a souvent tendance à le désigner comme un réalisateur naturaliste, dans une sorte de généalogie qui passerait par Piala, et peu d'autres mondes d'ailleurs en fait. Souvent on pense à Piala et puis il n'y a pas d'autre nom qui sort. Mais c'est en fait Breya peut-être. Sans doute, mais c'est quand même, il y a de l'artificialité chez Breya. Mais qu'est-ce que ça serait le naturalisme ? Ce serait une sorte de réalisme vériste où on se dirait waouh, c'est comme dans la vie, sauf qu'en fait le c'est comme dans la vie, il est autant postulé par le cinéma classique hollywoodien que par le documentaire, que par des films d'auteurs du milieu en fait. Mais qu'est-ce que ça serait que le vrai naturalisme dans sa composante esthético-littéraire ? C'est, comme le dit Deleuze dans l'image mouvement, un cinéma qui est structuré par la question de la pulsion. La mise en scène de la pulsion qui déforme les corps.
Et à cet égard, on peut pas dire que Mektoub 1 est un film sur la pulsion, c'est plutôt un film sur le désir, mais il n'y a pas de dislocation. Il se passe pas tant de choses que ça. Il n'y a pas de dislocation du corps, je veux dire, on n'est pas chez Buñuel, quoi. On n'est pas chez Lynch, quoi. Il n'y a pas ce côté des forces souterraines qui viennent détruire le corps de l'intérieur. Ce qui est un truc qui existe très fortement chez Zola, par exemple, comme écrivain. Et là, moi, je trouve que le film... Je connais pas suffisamment Cassavetes pour être honnête, donc je saurais pas dire. Mais dans ce film-là, par contre, il me semble qu'on s'en rapproche un petit peu, parce que déjà, cette thématique de la mort qui rôde a tendance à montrer une logique de contamination, en fait. Tout se gangrène un peu, les images elles-mêmes se gangrènent un peu, alors c'est là où effectivement le contexte de création vient nourrir en plus le contenu du film, et c'est ça que je trouve vraiment génial, en fait, c'est que même s'il n'y avait pas eu ce contexte de création et qui était sorti 2 ans après, je pense que le film aurait déjà travaillé cette question-là de la décomposition interne. Et puis voilà, Jessica Pennington arrive, ce personnage de Jessica Patterson arrive, et là, elle incarne ça de manière exemplaire, c'est-à-dire qu'elle n'est que sécrétion, elle n'est que appétit, elle est goulue, elle est gloutonne, tu vois. Elle ne fait que manger, sécréter. Voilà, grosso modo dans le film, si bien que d'ailleurs la seule scène de sexe qui apparaît à la fin du film est une espèce de reflet inversé de la première scène de sexe de Kanto Uno. Elle est beaucoup moins elle est moins filmée selon une grammaire. Je pense qu'il faut poser le terme, il a été très bien utilisé par les critiques de l'esprit critique de Mediapart à propos de Keshish, une grammaire qui relève de la pornographie, puisque Keshish, on le sait, a un intérêt très marqué pour la pornographie. Il voulait réaliser le biopic d'une actrice porno dans les années juste après La vie d'Adèle. Il ne s'est jamais caché du fait qu'il avait filmé les scènes de sexe de La vie d'Adèle en ayant des scènes de films porno en tête. Alors que là, dans le Canto Doué... Dans le Canto Doué, au contraire, c'est une scène grotesque, un peu ridicule, et en fait, c'est une scène de consommation. C'est-à-dire qu'elle est en train... en courte focale sur son visage. Avec un montage parallèle, dans une scène de vaudeville, et il y a cette idée qu'elle est en train de dévorer Amine comme elle mangeait le couscous, quoi. Et ça, c'est très naturaliste au sens zolo-deleuzien, si on veut, enfin zoliano-deleuzien, si tu veux. Donc là, je vois la définition de Deleuze est tout de même bien loin de ce qui est généralement entendu par naturalisme. Bah, en fait, elle s'appuie, là j'invite vraiment à lire la postface que Deleuze a faite à La bête humaine de Zola et le chapitre sur l'image pulsion, elle s'appuie vraiment sur une définition précise, en fait presque un commentaire des textes de Zola sur ce que c'est que le naturalisme. C'est mettre du médical et du scientifique dans la représentation réaliste. C'est-à-dire médicaliser les comportements. Et en fait, si tu médicalises les comportements, tu les rapportes à du pulsionnel et à du besoin physiologique, en fait. C'est-à-dire à de la consommation, à de la sécrétion, à de la décomposition. Et il me semble que ça fonctionne très bien. Alors ça, j'étais pas du tout au courant. Je l'ai entendu dire aussi, mais est-ce que tu as une source de ça? Parce qu'il y a eu un portrait de l'actrice dans Libé, et il parle pas du tout de ça dans la manière dont elle avait un agent avant de... Ah, dans Le Monde. C'est dans Le Monde. Ok. Surprenant, parce que c'est une actrice extraordinaire. Enfin, dans le film, c'est pas forcément contradictoire. Certes. Mais peut-être. On aurait tendance à opposer. Ceci dit, c'est intéressant parce que son corps n'est pas du tout filmé dans une logique, je dirais, sexualisante pour le coup. Mais du coup, ça fait pont aussi avec les anciens films de Keshish. Les mises en accusation, elles avaient déjà commencé au moment de La vie d'Adèle. Moi, je me rappelle très bien d'amis lesbienne qui détestait La vie d'Adèle au titre que c'était un fantasme, parce qu'on ne parlait pas de male gaze à l'époque, mais on parlait de fantasme hétéro-beauf sur la représentation de la sexualité féminine, et c'était même des choses qui avaient déjà été plus ou moins soulevées par rapport à Vénus Noire en 2011, sur le côté complaisant de la représentation des sévices et de la sexualisation du personnage de la Vénus Hottentote dans le film. Pour éventuellement un peu contrecarrer ce que je disais tout à l'heure, enfin mes réserves sur le film et rejoindre un peu ce que tu disais, c'est vrai que d'un côté, je dirais que j'ai moins accroché un petit peu à ce tournant plus cadenassé, on peut dire aussi, hein, là où le premier film presque trouvait sa raison d'être dans la possibilité d'accéder à une forme de spontanéité. Là, il y a des événements qui sont... qui déborde très largement du cadre de la vie quotidienne. C'est pas vraiment un spoiler, mais on va pas trop... La simple existence de ces personnages dans cet endroit-là, dès qu'ils arrivent... Il dit « Ah, je vais lire ton scénario. » C'est ça. C'est... me dire que c'est un peu gros, enfin moi je trouve ça un peu gros, et ce qui fait que j'ai un peu du mal à acheter
on va dire, toutes les situations que le film le propose. Là où il finit toujours à chaque fois par me rattraper, c'est, tu parlais de l'idée un peu de la déliquescence, etc., mais c'est par son goût de la durée qui a toujours été, enfin, en tout cas, qui, dans le premier Mektoub, était déjà opérant, c'est-à-dire on va étirer les scènes, pas forcément au maximum, mais en tout cas de manière à ce que s'intensifient, se complexifient les rapports interpersonnages, et avec cette façon un peu incroyable qu'a Keshish de balancer d'un coup un nouveau corps dans la scène qu'on n'avait pas vu venir. Là, il y a des moments très très beaux. Il y en a un, je sais plus exactement dans quelle scène c'est, où il y a un plan sur Ophélie, mais qui arrive tardivement par rapport au début de la scène, et on comprend tout de suite que finalement elle peut plus tout à fait faire partie du groupe un peu comme avant, parce que sa relation avec Amine est en train de changer, etc. Il y a des choses comme ça très très belles sur la façon dont les scènes sont un peu relancées. Et c'est sûr que dans l'étirement, c'est là où il arrive, je trouve, à dépasser le programme du soap un peu. Typiquement, il y a le drame qui arrive à peu près, je sais pas, à mi-film ou aux 2/3, mais ensuite toute la partie à l'hôpital, etc. Là, il se passe des choses tout à fait inattendues, qui viennent de cette façon de dire c'est une situation stéréotypique, mais en fait plus je la fais durer, plus elle devient un peu comme tu dis, elle devient poreuse un peu au réel, à des maladresses, des sources d'humour. Je pense que mon élément préféré du film à ce niveau-là, c'est donc pendant le moment du drame dans la villa elle-même, où Tony, en fait, alors qu'il se faisait menacer par un gun 5 minutes avant, il se met à pisser sur les buissons, quoi. Parce qu'en fait, là, ça fait 30 minutes qu'il est un peu paniqué, qu'il a arrêté de coucher, donc il a besoin de pisser, et voilà. Et ça personne d'autre ne l'aurait filmé, quoi. Si je me trompe pas, dans la scène de sexe du premier, après avoir couché avec il va pisser, justement, et c'est comme si il y avait une espèce de rejeu complètement anamorphosé, quoi, de la séquence. C'est vrai que maintenant que j'y pense, dans le 1, ça finissait par une douche et un pipi. Et là, c'est une piscine et un pipi, quoi. Oui. Et la scène de l'hôpital, oui, moi je crois que c'est vraiment. En fait, c'est le moment qui m'a fait dire faut qu'il y ait un 3. Parce qu'en fait, il y a encore une autre direction à faire après, qui serait une idée vraiment d'une très grande profondeur, qui est que le drame qui nous arrive est toujours enrobé dans un monde où il se passe autre chose, et un simple décadrage fait dégonfler le drame de la narration du narratif dans lequel on vit. Et effectivement, c'est le film qui pose la question du narratif, c'est-à-dire que autant le 1 est un film anarratif, le 2 dit quand on introduit de la narration, on introduit du drame, en fait, en gros. Et la fin nous dit, en fait, le drame le plus grave possible, tu décadres un peu et tu vois le flux de la vie qui continue à avancer. Et c'est quoi le flux de la vie ? C'est des non-professionnels qui sont filmés à l'hôpital, qui font des vannes, qui cherchent à se faire des autographes, qui sont en train d'embobiner les caméras de télévision en racontant « Ah oui, ils sont arrivés avec des pistolets », enfin, vraiment c'est un truc complètement n'importe quoi. Et où tu vois justement la porosité avec le documentaire, et cette idée que on est parti donc d'une matière non narrative, on est allé vers la narration, et maintenant on la dépasse dans une espèce de synthèse des deux, qui serait de filmer le moment où l'envers et l'endroit en même temps. Et là, je me suis dit, c'est génial, c'est incroyable. En fait, il y a le programme du 3 qui est déjà posé. Il y a un film qui filmerait les deux. Et c'est pour ça que j'ai un pincement au cœur. Alors, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs dans les milieux autorisés disant qu'en fait le 3 est déjà monté, mais qu'il ne sortirait que si le film était un succès populaire, et qu'il y a un 4e déjà tourné, mais pas déroché. Mais en l'état, on l'a déjà dit, Keshish a perdu l'usage de la parole depuis son AVC. Il est vraiment dans un état qui ne laisse pas supposer que les films soient faisables. À la limite, dans la continuité de ce que tu disais sur l'ouverture vers un nouveau type de cinéma possible chez Keshish, je vais vous recommander un cinéaste. Mais non. Mais si, parce que si c'est ça que vous voulez voir, je vous recommande Mike Leigh, tout simplement, qui a basé toute sa carrière sur cette idée esthétique que tout ce qui était drôle était tragique en même temps, enfin que tout portait en soi-même les deux potentialités. Et j'ai souvenir d'une conférence à la Cinémathèque où il était venu, je l'avais vu pour l'occasion, où il disait en fait, je vous regarde là, et quand je vous regarde un peu plus précisément, il y a des trucs qui me donnent envie de rire, et d'autres qui me rendent triste. Et que vraiment, en fait, juste chaque chose. Parce qu'il dit regardez toi en particulier. Il m'a regardé et tu me rends hyper triste. Toi là. Toi le moche là. Lève-toi, vas-y, pleure devant la salle. Mike Leigh, tu mets dans ton top 10 de l'année. Absolument, avec Deux Sœurs. Mais même d'autres de ses films précédents qui étaient traversés de cette idée. Après, évidemment, c'est pas les mêmes cinéastes. Mike Leigh travaille beaucoup moins travaille pas sur l'impro sur le tournage, mais il travaille sur l'impro pré-tournage,
et il construit ses scénarios avec ses comédiens. Donc il y a quand même de cette forme-là. Quelqu'un peut le lire, je vais trouver. Ma frustration est que Keshish ne laisse pas advenir le conflit et la fin de l'été et une forme de réalité politique. Il les invente ou les amène par des éléments dramatiques et symboliques extérieurs au monde de Kanto Uno, l'arrivée du couple américain. Au lieu de laisser mourir l'été avec tout ce qui était déjà présent et possible, il force le jeu. Ça reste très bien malgré tout. Mais je suis assez d'accord, c'est-à-dire... mais encore une fois, disons que ça aurait été... probablement si ce serait passé si Kanto Uno avait duré 9 heures. Oui. et que Intermezzo était sorti, et voilà. Voilà, après, est-ce que cette artificialité comme ça ouvre vers quelque chose de plus intéressant ou pas ? Effectivement, moi j'étais aussi un peu déçu de ce côté. En fait, c'est ça, c'est très bien dit dans ce commentaire, c'est-à-dire comme s'il fallait un peu forcer la main au film pour faire émerger ce qui était déjà plus ou moins en sous-texte dans le premier film. Je pense que c'est ça qui m'a un peu... Je trouve que c'est vraiment pertinent et ça me permet d'amener le bémol principal, et ça, ça fait écho à la discussion que j'ai eue avec ma camarade Camille Boutor, qui nous suit parfois sur le live, qui aime le film mais qui est très perdu par rapport au film, qui m'a soulevé comme un truc très intéressant, c'est que en gros, le film repose, et déjà le 1 reposait, mais le 2 encore plus, sur une sorte d'adhésion de principe aux personnages qu'on suit dans les Kanto par opposition aux Américains, qui serait fondée sur une sorte de naturalisation de leur position sociale, une sorte de, comment dirais-je, de charisme naturel du prolétaire, qui relève en fait d'une logique un peu populiste, hein, et qui est au fond structurelle à la vision du politique chez Keshish, qui est au fond assez simpliste. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, comme notre camarade François Bégodeau, que Keshish soit le plus grand analyste sociologique du cinéma français, quand bien même il soit très puissant, dans la mesure où il a tendance à envisager avec une forme d'idéalisme le corps prolétaire en tant qu'il est porteur d'une beauté intrinsèque, quelque chose un peu pasolinien, tu vois, qui était très 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 présent dans le 1, et qui serait du coup très sensible dans le contraste avec ces Américains qui sortent de nulle part et qui sont juste une entité complètement extérieure, ce qui explique aussi leur artificialité, hein. Mais qui du coup participerait aussi de quelque chose d'un peu simpliste en termes de politique, quoi. Alors ce populisme-là, on peut l'intégrer. Je choisis ce terme à dessein parce que ça s'inscrit dans une généalogie culturelle aussi française. On a parlé dans les années 30 du roman populiste. Il y a même un prix du roman populiste qui s'est développé à ce moment-là. Les trucs à la Quai des Brumes, enfin Hôtel du Nord, pardon, enfin ce genre de choses. Là, Louis-Ferdinand Céline était proche aussi de ce mouvement-là, les MacMahon et tout ça. Peut-être pas MacMahon, je confonds avec un autre. Macorlan, pardon. MacMahon, c'était un président. Bref, et il me semble que Keshish s'inscrit en fait dans cette tradition-là, qui le ramène plus encore que du côté de Piala, plus encore que du côté de, je sais pas moi, Jacques Rosier ou que sais-je, du côté de Pagnol en fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Il y a un côté un peu pittoresque. Il situe en plus ses films dans le sud depuis La Graine et le Mulet, à l'exception de La Vie d'Adèle et bon, la Vénus Noire, mais sinon ça se situe dans le sud. Et puis même quand ça se situe dans la région parisienne, ça reste quand même des milieux qui sont typiques, quoi. Ils sont un peu pittoresques. Et alors, c'est vrai que c'est un nœud problématique, parce que ça me rappelle un texte qui avait été publié dans une très bonne revue qui a disparu malheureusement, qui s'appelle Indépendancia. Peut-être que des gens dans le live la connaissent, qui a publié jusqu'en 2019 à peu près. Revue qui avait la particularité de mettre des notes à la virgule près sur les films, comme chez Pitchfork. 7,3. Et je crois qu'ils avaient mis genre 4,1 à Mektoub 1, parce qu'ils aimaient pas du tout, au titre que c'est un film qui était vraiment le parangon de l'idéalisation bête du corps prolétaire. Attends, 4,1 sur combien ? Sur 10. Ah, ok. Voilà. Je crois que c'était Alexander Jousselin qui écrivait ce texte-là. Et je trouve que c'est très pertinent, parce que ça ressort énormément dans celui-là. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment cette idée que la monstruosité du corps des Américains, qui est quand même un peu excessive, et qui est magnifiquement interprétée par Jessica Pennington, qui joue, encore une fois, extrêmement bien le surjeu, d'une certaine manière, s'inscrit aussi dans un horizon politico-social qui est peut-être un petit peu simpliste. Après, c'est aussi les reproches qui avaient été faits sur La Vie d'Adèle parfois, une sorte d'opposition beaucoup trop simpliste entre la bourgeoisie et c'est sensible aussi quand tu vois, même si j'aime beaucoup le film, La Graine et le Mulet, il y a un truc sur la bourgeoisie blanche est une classe qui est construite sur la dévoration, et au contraire le prolétariat immigré tunisien a une sorte de beauté intrinsèque qui serait incarnée par Aviarzi et la danse du ventre, etc. Mais ce que j'aime bien quand même dans cette affaire, c'est qu'on sent que chez Keshish, ça s'articule aussi à une métaphysique qui est issue de la philosophie esthétique, en fait c'est une sorte de platonisme. C'est-à-dire que chez lui,
le corps beau, le corps populaire, le corps prolétarien, il ramène à l'idée du beau, donc il ramène à de la pensée. Et il ramène à l'idée du bien. Et chez Platon, il y a vraiment l'idée que le beau, c'est le bien. Il y a une ligne directe entre les deux. Et donc, le bien politique s'incarne dans le corps beau, et le corps qui est beau, pas le corbeau, l'oiseau, bien sûr. Et le corps qui est beau renvoie vers l'idée du bien politique, et donc vers l'idée... Donc, en gros, 10 beaux corps ensemble, 10 beaux corps ensemble, ça fait une utopie collective qui fonctionne. Oui, d'autant plus que ça va avec cette idée de naturalisme, d'essayer de récupérer des moments d'improvisation un peu purs, quoi, même comme si alors que l'actrice ça pouvait avoir lieu, enfin c'est vraiment choper un truc de la vraie vie, quoi. Ouais, de la vraie vie, et puis de l'aura, du charisme, de la El Famoso grâce. On a tellement parlé de la grâce, peut-être à tort et à travers, mais qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, ça serait un truc qui se dégage et qui est une idée qui relève, qui part de la beauté, mais qui n'est plus de la beauté, qui est une idée. Bon, là, si on n'est pas dans le platonisme, c'est vraiment ça. Je le dis à dessein parce que quand les acteurs sont venus présenter le Canto II, ils ont dit qu'il avait donné comme référence philo à tous ces acteurs, il les avait forcés à lire Platon, en particulier Le Banquet et le Phèdre. Le Phèdre étant le texte, un des textes sur le beau chez Platon, et Kant, des passages de la critique de la faculté de juger, qui est le texte où il définit le beau et le sublime. Donc il y a vraiment, je pense, ce substrat-là, philosophique, théorique, très puissant chez Keshish, qui permet de donner une assise esthétique à quelque chose qui, du point de vue politico-social, est un peu discutable. Oui, bien sûr. Voilà, et qui se traduit dans l'artificialité en fait du film. Oui. Mais en même temps, moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut reprocher à Keshish cette sorte de simplicité politique si elle aboutit plastiquement à des sensations politiques mais puissantes, quoi. Enfin, là t'es ranciérien, là tu nous fais... Mais t'as raison, moi je suis d'accord avec toi, t'es du côté de rancière, c'est-à-dire qu'il fait le partage du sensible, c'est-à-dire qu'à la fin il donne mais non, mais c'est ça, parce que rancière, parce qu'en gros une position ce serait de dire il comprend R à la réalité de ce que c'est qu'une situation de domination sociale, parce que c'est trop simpliste, sauf que comme Rancière explique dans le partage sensible, que l'art donne la possibilité de faire une sorte d'éducation politique démocratique qui, à minima, nous donne un sentiment de liberté qui est complètement décorrélé des relations, des structures politiques normales. Et donc là, effectivement, quand on se sent appelé dans le groupe utopique, égalitaire et démocratique, de l'amitié dans le Canto Uno, effectivement, on a un sentiment de subversion politique qui relève quasiment de l'anarchisme ici. En fait, son art de l'observation aboutit à une fascination, à une fétichisation qui l'amène à aboutir à des directions qui sont des directions idéalistes, en fait, au sens de l'idée platonicienne. Là, je vois dans le commentaire que Keshish n'a pas ce que Ernaud appelle une écriture factuelle plate du constat, une écriture dépouillée d'affect au plus près de la réalité. C'est entièrement vrai. À cet égard, quelqu'un comme, je pense qu'une cinéaste comme Céline Sciamma, elle s'inscrit beaucoup plus dans l'idée qu'on va neutraliser au possible les stratégies esthétiques et aller vers une mise en scène d'une épure absolue pour pouvoir restituer la complexité totale d'une situation sociale. Par exemple, un film comme Tomboy, qui est probablement un des plus intéressants de Sciamma, repose sur l'idée qu'on va faire appel à la neutralité de jeu la plus totale de ses interprètes, en prenant un enfant qui joue vraiment le plus neutre possible, pour faire saillir ensuite tous les mécanismes de structure sociale qui pourrait déterminer ou non son genre dans le cas de Tomboy. Est-ce que Clément, tu as envie de... Désolé pour de parler un petit peu. Déjà, Rancière, me lancez pas là-dessus parce que... non, mais juste, moi j'aurais à la limite rebondi plutôt sur quelque chose que tu disais un peu plus tôt sur l'idée d'une peinture un peu à gros traits de deux classes opposées, parce que je trouve que précisément, pour revenir à mon idée tout à l'heure, mais par la durée, il y a quand même du jeu un peu qui commence à s'infiltrer là-dedans, quoi. C'est-à-dire que typiquement Jessica, elle est, moi je la trouve pas tout à fait antipathique, je la trouve totalement antipathique au début, et je trouve qu'en fait il y a une espèce de, mais c'est un peu la mécanique de Keshish en tant que cinéaste, c'est-à-dire on laisse tourner, et finalement il vient se produire quelque chose qui dépasse presque l'archétype que chacun pense incarner, quoi. Et il y a des moments comme ça, et c'est là où sa technicité de jeu entre en ligne de compte, c'est que on sent qu'il y a quelque chose qui émerge, qui serait en fait de l'ordre de son propre avilissement à elle, et je trouve que là-dessus à partir encore une fois d'un carcan un peu identifié, où on comprend très vite quel type de personnage, on parlait du pittoresque, etc., mais quel type de personnage chacun est,
il y a quand même des situations un peu plus retorses qu'il n'y paraît qui en viennent à émerger, quoi. C'est-à-dire toute cette histoire de film qui est un peu grotesque. En fait, il y a quand même un moment où on peut commencer à se dire, et ça passe uniquement par de la mise en scène au sens spatial du terme, c'est-à-dire de la mise en parallèle et puis des indices dans les dialogues, mais que finalement peut-être ce producteur s'intéresse à ce scénario uniquement dans la mesure où il lui permet de faire tourner sa femme et donc de justifier que sa femme continue à correspondre à l'image idéale auquel il a envie qu'elle corresponde, quoi. Enfin, il y a quand même des trucs comme ça qui se nouent et qui sont d'une vraie complexité, c'est-à-dire au sens où les choses sont plusieurs trucs en même temps, quoi. La scène de repas du milieu du film incarne ça en elle-même. Enfin, elle est hyper longue, j'avais pas la montre en main, mais franchement elle doit au moins durer 20 minutes, si ce n'est 30, et elle incarne... Et c'est une des plus réussies du film. Ouais, c'est clair. Comme tu l'as dit, en fait, c'est une scène où tout d'un coup tous les personnages sont un peu étirés dans deux directions différentes et mis en confrontation, notamment le moment où elle va se mettre avec Tony à rejouer une scène de Raging Bull, que d'habitude il est impossible de connaître par cœur parce que ce n'est pas une scène culte de Raging Bull. Encore une histoire de frères, de conflictualité fraternelle, hein, ça rejoue aussi autour d'une femme. Autour d'une femme. De désir, on a etc. toujours le serpent de mer thématique, sachant que c'est une scène qui n'était pas prévue dans le scénario original, qui a été improvisée par Salim Keshish. Du coup, Keshish lui a dit on l'intègre. Donc c'est ça que j'apprécie aussi dans le film, c'est que vraiment on est face à on voit quand même la gestation en direct, c'est-à-dire que le cinéaste prend des matériaux exogènes et modifie en direct la direction de son film, mais arrive toujours, et c'est ça qui est miraculeux, à donner un truc qui n'est pas du tout filandreux, contrairement à Bigan typiquement. C'est probablement aussi là que le travail de préparation avec les acteurs est aussi important. Comme tu l'as dit, il leur faisait lire des choses, mais aussi il y a ils apprennent tous à vraiment très 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 bien connaître leur personnage pour être en capacité de totalement saisir tout ce qui les prend, on va dire, et que dans cette séquence de repas au milieu, tous les personnages sont à la fois dans leurs actions et dans leurs regards et dans leurs paroles dans des directions un peu opposées, avec donc ces deux-là qui sont en train de jouer la scène, Tony qui est dans une situation de drague et de jeu, elle qui est dans une situation et de défi vis-à-vis de son mari et de drague aussi, Amine qui veut faire semblant d'écouter le producteur pour avoir un peu de son argent, mais qui en même temps désirait la fille et qui du coup est un peu jaloux de Tony qui est en train de jouer cette séquence, alors que le mari lui est un peu jaloux de Tony, mais pourtant essaie de se concentrer, etc. J'ai filmé deux dialogues en simultané. C'est un par le regard et un par les mots, et en fait c'est très très dur ce qui fait techniquement. Il y a deux dialogues qui dialoguent. Et c'est aussi une raison pour laquelle je voudrais parler d'un autre truc. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'est disposé sur le tournage, j'aurais peut-être dû le lire à ce sujet avant de parler ce soir, mais c'est la capacité des cadreurs du film. Et bon, après on peut considérer que sur 1000 heures de rush il y a des déchets, je pense. Oui, voilà, il y a des déchets, mais il y a quand même une acuité de regard de ces différents cadreurs, d'être capable à tout moment, pendant les improvisations des comédiens, d'avoir des regards de metteurs en scène et de cadres et d'enjeux en fait que Keshish ne pouvait pas maîtriser sur le moment. Après, c'est plus ou moins improvisé, hein, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire que en fait, les situations étaient parfois préparées pendant plusieurs heures à l'avance. Hein, okay. Voilà. C'est juste qu'il n'y avait pas de scénario à proprement parler écrit, mais c'était quand même travaillé. On n'est pas sur un film qui est intégralement improvisé. Oui, ok. Mais reste que j'imagine que s'il y a 3 caméras, en général, on est quand même sur un peu des variations de cadre, etc. Surtout que les caméras de Keshish, elles sont tout le temps un peu en mouvement, un peu à la recherche de l'agneau kiné, justement. De l'épiphanie. Au sens grec du terme, l'épiphanie, c'est-à-dire l'apparition de la lumière, le moment où il y a quelque chose qui fait sens, il y a un signe qui naît, quoi. Et c'est ça qui est magnifique en regardant le film, en fait, c'est que on se rappelle que, en effet, le cinéma peut être l'objet de mouvements pluriels, alors que on a peut-être un peu l'habitude en ce moment de ne voir des films qui vont que dans une direction ou qui travaillent leur matière de façon unidirectionnelle, quoi. Mais c'est ça, mais typiquement la scène que vous mentionniez de Raging Bull, c'est quand même un truc un peu dément. Enfin, encore une fois, toujours, même si on se prend que à l'échelle de Jessica, c'est une scène qui a un peu 1000 niveaux en même temps et qui sont à la fois complémentaires, contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois elle s'amuse sincèrement avec Tony, en même temps elle profite de cette situation pour lui mettre des baffes, puisque c'est ce qui est censé se passer dans la scène. Donc il y a cette logique de domination qui est assez évidente dans le film qui se reconduit. En même temps, elle fait l'actrice, mais
elle se montre aussi comme une enfant qui cherche l'attention d'une figure paternelle qui serait en fait son mari dans ce cas-là. Et donc à la fois, elle rappelle qu'elle est actrice à titre enfantin et pas à titre de séduction au sens business un peu. Et en même temps, elle a besoin du regard de son mari pour justifier le fait qu'elle puisse frapper l'autre parce qu'il faut qu'il y ait un public pour justifier qu'ils soient en train de faire la scène. Enfin, c'est une espèce de maillage comme ça. En même temps, elle ne prend pas le rôle du personnage qui, de base, dans la scène, frapperait l'autre. C'est l'autre qui décide. C'est l'autre c'est elle qui dit hit me, et Tony fait semblant de mettre des coups. Et du coup, elle en profite pour mettre la baffe que Pesci met De Niro. Mais même dans ce choix un peu de jeu, il y a des choses qui se nouent, quoi.